19 juin 1938, alors que l'Europe est en pleine tourmente, l'Italie soulève sa deuxième Coupe du Monde de son histoire. Une victoire contestable, mais une victoire méritée. Pourtant, même si les soupçons de la corruption fasciste refont surface, cette Coupe du Monde a été une leçon tactique enseignée par le plus pragmatique des entraîneurs, Vittorio Pozzo. À quelques mois de la pire atrocité que le monde va connaître, comment l'Italie a révolutionné le football lors de la Coupe du Monde 1938. Retour sur la compétition qui a vu naître une approche différente du football. Alors que le monde est de plus en plus instable, la Coupe du Monde, elle, se devait de rendre du baume au cœur aux populations. À cette époque, les événements sportifs ne sont alors plus que des outils de propagande pour les grands dictateurs. Le fascisme de Mussolini en 1934, puis le nazisme de Hitler lors des JO de 1936. Jules Rimet, toujours à la tête de la FIFA, doit trouver un arrangement et éviter de reproduire les mêmes erreurs que 1934. Lui, qui initialement avait promis une rotation dans l'organisation entre l'Amérique du Sud et l'Europe, rompt cet accord et propose alors un pays neutre, comme la France, pour assurer la 3e édition de la Coupe du Monde de football. Des villes comme Marseille, Paris, Bordeaux ou Lille sont directement listées pour accueillir les matchs internationaux. L'Europe était-elle vraiment une terre d'accueil en 1938 ? La situation sur le continent ne cesse de se dégrader. En Espagne, la guerre civile connaît des conséquences dramatiques, aussi bien sur des pertes matérielles que humaines. Rien ne laisse présager de bon avec la montée progressive du régime de Franco à la tête du pays. À l'Est, l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne est une première étape de la domination de Adolf Hitler. Sans attendre le verdict du référendum autrichien, le dictateur ordonne à ses troupes de rentrer dans le pays pour ratifier l'Autriche au Reich. Dans les mêmes circonstances, la Tchécoslovaquie est fortement menacée par le dictateur. Des décisions fortement contestées par les pays alliés de la Première Guerre mondiale. Toutes ces tensions vives entre les pays vont entacher le début de la compétition et le sport ne semble pas rassembler les plus grosses nations mondiales. Pour la première fois de son histoire, le pays hôte, la France, et le dernier vainqueur de la compétition, l'Italie, sont exempts de participer aux phases de qualification. Le format de la compétition reste identique, c'est-à-dire 16 équipes participatives dans un tournoi à élimination directe. En Amérique, on n'accepte pas la décision de la FIFA de redonner la Coupe du Monde à l'Europe. En conséquence, aussi bien le Mexique, les États-Unis, l'Argentine que l'Uruguay boycottent l'événement. Cuba et le Brésil en profitent pour donner leur accord et être les seuls représentants américains. En Asie, le Japon, en plein conflit militaire avec la Chine, cède sa place aux Indes orientales néerlandaises, future Indonésie. En Europe, les qualifications ont eu lieu en 1937, soit un an avant le début de nombreuses représailles. Parmi les novices qualifiés, on retrouve la Norvège et la Pologne, alors que les favoris comme la Hongrie, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède passent également ces tests. L'Autriche aussi devait y participer, mais l'Anschluss en mars 1938 oblige les joueurs autrichiens à rallier la sélection allemande. Cette occupation en Asie est très mal vue par les Autrichiens, qui eux avaient même une bien meilleure équipe de foot avec le sélectionneur star Hugo Miles. Les joueurs se retrouvent alors à suivre des ordres d'un pays qui n'est pas le leur. Matthias Sindelar, figure du mondial 1934, refuse cette sélection. Cet acte de rébellion envers le régime nazi lui coûtera la vie quelques mois plus tard. Cette Coupe du Monde 1938 aura permis de donner de la visibilité à des joueurs très spéciaux, comme Leonidas du Brésil. On sait que cette sélection brésilienne n'a jamais réussi à faire sensation lors des compétitions de 1930 et 1934. Pourtant,
la Seleção Ademar Pimenta va faire forte sensation en France. Devant Leonidas, véritable buteur de Flamengo, rentrera petit à petit dans l'histoire de la compétition de la plus bizarre des manières en battant la Pologne. Sous la pluie de Strasbourg, Leonidas décide alors de jouer en chaussettes lors de la deuxième mi-temps et de marquer le but de la victoire en prolongation. Au-delà de cette anecdote, Leonidas, surnommé Black Diamond, révolutionne le football avec des gestes techniques de grande classe, comme son retourné acrobatique. Des gestes encore jamais vus en Europe à ce moment-là. Malgré sa troisième place au mondial, Leonidas terminera meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation. Giuseppe Meazza, Italie. De retour aux affaires après le succès de 1934, Meazza est l'élément clé du système de Pozzo avec l'Italie. Recadré au milieu de terrain et véritable icône italienne, Meazza éblouissait son talent avec des gestes simples, des dribbles et même sa magnifique vision de jeu. Lors du mondial 1938, il a guidé les siens avec ses passes précises, permettant à son coéquipier Piola de terminer meilleur buteur de la sélection. Et justement, Silvio Piola, de l'Italie, l'Italien possède un sens du but rare. Il avait toujours cette faculté de terminer l'action, même dans des positions incongrues. Son talent était reconnu de partout. Il a su tirer son épingle du jeu en marquant à 5 reprises en 1938 et fera de lui une des figures du calcio entre 1929 et 1954, assurant une véritable longévité. La compétition débute directement par les huitièmes de finale. En cas de match nul, après prolongation, les matchs doivent être rejoués. Et pour ne rien envier aux voisins italiens, la France décide aussi de lancer le coup d'envoi des 8 matchs au même moment. Parmi ces rencontres, la Suède profite de l'absence de l'Autriche pour se hisser en quart de finale. La France, elle, ne laisse aucune chance aux Belges avec un but rapide de Emil Venante pour une première victoire 3-1. L'Italie, très mal accueillie en France, se fait peur contre la Norvège, mais parvient à l'emporter 2-1 après prolongation. De même que le Brésil qui se détache de la Pologne 6-5, après un match à forte intensité sous la pluie de Strasbourg. Ces huitièmes de finale seront pourtant marqués par l'élimination de l'Allemagne nazie face à la Suisse, eux qui prétendaient à remporter ce titre mondial. Le coach allemand Sepp Herberger blâmera l'attitude de ses joueurs autrichiens qui auraient commandité cette défaite pour protester contre l'injustice. Dans les autres résultats, la Hongrie, Cuba et la Tchécoslovaquie se qualifient. Pour protester contre le mauvais accueil de la France, l'Italie décide de remballer ses couleurs originales et de porter un équipement totalement noir, aux couleurs du fascisme. Ils n'hésiteront pas à effectuer le salut fasciste devant les 60 000 personnes du stade de Colombes. L'ambiance est palpable. L'ouverture du score de Colossi à la 9e minute sera même reçue par le public parisien. La France égalisera dans la minute suivante. La pression est terrible. Cette équipe italienne n'a rien à voir avec celle de 1934. Elle est beaucoup plus appliquée tactiquement et est reconnue pour être une équipe capable d'attaquer avec le moins d'attaquants possible. Sous les ordres de Vittorio Pozzo, le capitaine Meazza doit céder son appétence de haut but pour se fondre dans un rôle de créateur pour ses partenaires. Et la recette fonctionne. La France cède, l'Italie l'emportera 3-1 avec un doublé du jeune Silvio Piola. L'autre quart de finale entre la Tchécoslovaquie et le Brésil sera appelée la bataille de Bordeaux et restera dans les annales par sa violence et ses excès d'engagement. L'arbitre hongrois, Paul von der Ska, ne bronchera même pas. Et à travers ce carnage, 3 joueurs seront expulsés pour bagarre et 5 joueurs termineront blessés, dont l'ancien meilleur buteur de 1934, Nedeljko. Le match sera rejoué et tournera en faveur des Brésiliens, 2-1. Dans les autres matchs, la Suède écrase Cuba 8-0 et la Hongrie passe la Suisse 2-0. Les demi-finales voient une controverse de plus. Le coach Ademar Pimenta décide de se passer des talents de son buteur Leonidas pour le match choc contre l'Italie. Assez étrange vu les performances impressionnantes que le Brésilien dégage en ce début de compétition. Certains diront que c'est pour laisser sa star souffler un peu. D'autres diront que l'Italie a réussi à faire pression sur le Brésil.
Quelle que soit la raison, l'Italie prend rapidement les devants en menant 2-0 à l'heure de jeu avec un penalty de Meazza. L'autre demi-finale voit la Hongrie passer à la vitesse supérieure pour infliger un net 5-1 face à une équipe suédoise abattue. Sans pouvoir assister à la rencontre, Mussolini ne manquera pas de mettre la pression sur sa sélection avec un télégramme direct « Gagner ou mourir ». Le jour de la finale et de retour avec leur maillot traditionnel, l'Italie est accueillie dans un stade rempli à 60% de sa capacité. La France a délaissé son intérêt après leur défaite en quart de finale. Cependant, quelques curieux étaient présents pour voir si le style de jeu hongrois pouvait arrêter l'équipe de Pozzo. Le coach italien à la tête de l'équipe depuis 1929 est un remarquable tacticien. Il évolue alors dans un système en forme de M en 2-3-2-3 pour la finale. Et dès le début du match, le buteur Luigi Colossi va ouvrir le score à la 6e minute sur une offrande de son capitaine Meazza. Il sera rapidement repris par le Hongrois Tiktos. L'Italie va reprendre l'avantage par Piola puis Colossi de nouveau. En deuxième période, l'Italie resserre les espaces et la défense est exemplaire. Et malgré un but encaissé par l'intermédiaire du capitaine hongrois Sarossi, l'Italie va définitivement se mettre à l'abri avec le deuxième but de Piola. Une véritable leçon tactique était donnée ce jour-là. L'Italie s'avéra beaucoup trop rapide et beaucoup trop athlétique pour son adversaire. L'Italie s'octroie alors une deuxième étoile sur son maillot. La foule surge de saluer ses héros en France, Meazza et Ferrari deviendront les premiers joueurs à soulever 2 fois la Coupe du Monde. Même si la victoire de l'Italie est décriée en France, elle restera plus honorable que celle acquise sur ces terres en 1934. C'est la première fois que la victoire se joue sur un jeu réfléchi et porté avant tout par la tactique employée. Dans ce contexte, un homme, Vittorio Pozzo, sélectionneur de la Squadra Azzurra. Bien qu'il puisse avoir des méthodes pragmatiques, Pozzo a su révolutionner le football, délaissant un jeu physique et se concentrant surtout sur l'apport collectif. Pozzo fut l'un des partisans du marquage individuel, donnant pour la première fois à une équipe un système défensif performant, empêchant alors toute tentative adverse. Chaque joueur avait alors un rôle bien précis et bien défini tactiquement. En 4 ans, il a eu 2 équipes italiennes différentes et en 4 ans, il a réussi à soulever 2 Coupes du Monde. Seul et unique sélectionneur à avoir réussi cet exploit, un record qui persiste encore en 2022. Après la compétition, la Coupe du Monde fera une pause de 12 ans, entrecoupée par la pire guerre de l'histoire que l'humanité puisse connaître, où les nations ne s'affronteront plus sur des pelouses, mais bien sur des champs de bataille.